Bon, déjà, je voulais vous saluer toutes et tous, saluer le public qui est à travers notre télé et notre site internet, saluer M. Correa du Républicain Lorrain, fidèle à son poste, et saluer l'ensemble du personnel présent ce soir. Alors, normalement, au niveau du protocole sanitaire, nous ne devrions pas enlever notre masque. Bon, je le fais parce que je considère que je suis suffisamment loin de tout le monde, et de parler avec un masque, c'est des fois compliqué. Donc si vous le voulez bien, je serai le seul à l'enlever le temps au moins de mon temps de parole. Nous vous avons transmis différents courriers. Un rappel concernant la compétence des PLUI. Alors, déjà, PLUI, c'est Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, et ça me permet de rebondir sur l'histoire du glossaire, sur lesquels les services ont travaillé et qui devraient vous être adressés d'ici la fin de la semaine. Donc n'hésitez pas, c'est peut-être une des dernières réunions où, si à un moment donné, on utilise une abréviation, pour ceux qui ne comprendraient pas, n'hésitez pas à intervenir afin qu'on puisse revenir là-dessus. Donc sur ce PLUI, je rappelle le cadre de la loi. S'il n'y a pas un certain nombre de communes qui s'y opposent, de par la loi, la communauté de communes prend la compétence au 1er janvier. Donc, en tant que maire d'une commune, je pense qu'il est important que les conseils municipaux gardent la main sur le développement de leur commune. Donc je ne peux que vous encourager à prendre en nombre les délibérations nécessaires afin que la communauté de communes n'hérite pas de la responsabilité des plans locaux d'urbanisme. Vous avez été également destinataire sur l'histoire de s'opposer au transfert de pouvoirs de police spéciale. Et il faut que, là aussi, vous délibériez. Ou ça n'a arrêté, oui. Pardon. Vous avez été destinataire des modifications des statuts de la communauté de communes. Là aussi, vous avez 3 mois pour délibérer, pour approuver ces nouveaux statuts. Vous avez été destinataire d'un courrier où là vous avez 2 mois, c'est-à-dire avant le 24 novembre, où vous devez délibérer sur l'histoire du pacte de gouvernance. Donc je rappelle que les suppléants ont été invités à participer aux travaux des commissions. Donc au prochain conseil de novembre, nous allons modifier ces différentes propositions et donc les laisser intégrer. Je vous invite donc à voir avec vos suppléants pour leur donner le maximum d'informations. Je rappelle que les commissions de travaux, alors peut-être que j'ai fait peur à certains la dernière fois, mais si certains veulent encore intégrer des commissions, c'est possible. N'hésitez pas. Voilà. Donc les commissions ont commencé pour certaines à se réunir. Si d'ici quelques semaines, quelques jours, voire quelques mois, vous dites tiens, je ne suis pas dans telle ou telle commission et tout compte fait, ça m'intéresse et je vois que j'ai du temps, dites-le et on prendra la délibération qui va bien, de manière à ce que vous intégriez ces commissions d'une manière officielle. Il y avait un questionnaire sur l'enquête de mobilité. Alors, le retour était attendu pour le 14 septembre. Tout le monde n'a pas retourné encore le résultat. Ça serait bien que
on ait un retour par commune. On a toujours dit dans cette assemblée que la mobilité est le problème récurrent de nos concitoyens, de nos habitants, de nos communes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à retourner encore ce document pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Il y a une étude concernant le périscolaire qui est en cours. Donc, là aussi, chacun au sein de ses associations, de sa régie, assurez-vous que les documents sont bien remontés au niveau de la communauté de communes. Une formation pour les élus communautaires à la base, une formation budget est prévue le samedi matin 17 octobre de 9h, enfin le samedi toute la journée de 9h à 17h. À ce jour, il y a 15 participants. Le nombre maximum de participants étant de 24, je vous propose qu'on l'ouvre à 9 élus non communautaires. Donc ça veut dire que si dans certaines communes, vous voulez que l'adjoint aux finances ou quoi participe à cette formation, c'est possible. Mais là, comme il n'y a que 9 places, ça sera pour les 9 premiers. Une formation concernant les droits d'urbanisme, et là ça va être un matin, la date va vous être envoyée et elle se tiendra avant Noël. Je crois que sur l'ensemble des informations, j'ai fait le tour. Donc je constate qu'il y a le quorum. J'espère que chacun et chacune d'entre vous a bien signé la feuille de présence à l'entrée. Président, oui. Peut-être passer le point sur le comité de pilotage pour les infrastructures sportives, également en préambule. Je l'ai oublié. Je ne le vois pas là non plus. Rappelez-moi juste, Olivier, que ça me revienne. Lors de la précédente mandature, on avait engagé une étude sur le calibrage et l'implantation d'infrastructures sportives. Un comité de pilotage avait été constitué pour cette étude. Cette étude n'est pas terminée. Il conviendrait peut-être de reformer un comité de pilotage émanant à la fois des commissions sport et culture pour continuer à suivre cette étude. Ok, ben, David peut-être recenser au sein de la commission déjà un sport culture qui est volontaire pour reformer ce comité de pilotage et peut-être, suivant les enjeux, voir si d'autres communes qu'on pourrait considérer intéressantes de par leur situation géographique ou autre puissent également intégrer ce comité de pilotage. Voilà, donc il nous faut également désigner un ou une secrétaire de séance. Madame Mancini, êtes-vous d'accord? Merci beaucoup. Donc si vous voulez bien, nous allons démarrer l'ordre du jour. Alors, il y a peut-être une autre pochette là-haut, mais pour l'instant j'ai une procuration qui est celle de M. Fadi Hassan, qui a donné procuration à M. Bernard Zener. J'ai Mme Bernard Karim qui a donné procuration à Mme Valérie Cardet. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a d'autres procurations? Non? Donc, si vous voulez bien, on peut reprendre l'ordre du jour. Le point numéro 1 concerne la mise en place d'astreintes dans le cadre de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, autrement dit, appelé couramment GEMAPI.
une de nos priorités dans le cadre des différents travaux qu'on va entreprendre sur les ruisseaux et cours d'eau que va mener Benoît Steinmetz au sein de sa commission, une des priorités, c'est aussi de lutter contre les inondations. Donc nous sommes aujourd'hui, nous avons commencé à nous équiper de différents matériaux, on va continuer à le faire, on va continuer à se développer. Et pour cela, il faut imaginer aussi que des agents soient d'astreinte les week-ends, voire en semaine les soirs. Pourquoi? Parce qu'il faut déployer derrière le matériel. Donc quand il y a des astreintes, eh bien, ces astreintes, nous devons nous délibérer sur la mise en place de la rémunération de ces différentes astreintes. Donc ce point concerne le montant forfaitaire de la rémunération des différentes astreintes. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des remarques sur cette thématique? Non? Oui, c'est statutaire. Mais bon, il y a peut-être des questions sur... Oui? Dans le cadre de la réunion qu'on a eue de la commission de l'Olympique, hier, on en a parlé. On évoquait effectivement qu'il faut mettre en place ce système d'astreinte avec des montants de rémunération qui vont être liés. Mais je vois aussi qu'on parle du nombre d'agents concernés. On parle déjà de 8 agents techniques et de 3 personnes d'encadrement. Alors que nous, sur les moyens, on n'était pas tout à fait encore... on n'avait pas encore travaillé sur les moyens qui seront mis en place dans le cadre de ces astreintes qui concernent les inondations. Et sur les moyens. Moyens humains et moyens en matériel. Donc aujourd'hui, on a fait, nous, appel à des volontaires. Donc ça ne veut pas dire que les 8 seront forcément tous astreintes en même temps. Il y aura une astreinte régulière avec un encadrant et un personnel, et on aura en réserve du personnel. Aujourd'hui, c'est vraiment que des volontaires, et c'est pour ça qu'on est parti sur un système d'à peu près 8 agents et de 3 personnels encadrants. Ce serait un petit peu la base du travail, de la réflexion sur laquelle on va terminer. Il faudra peut-être étoffer par la suite un personnel ou en moyen. Forcément. Aujourd'hui, il n'y a rien. On part de rien. Donc là, depuis un an quasiment, on a acheté du matériel tel que des sacs anti-débordement qui se gonflent quand l'eau arrive dessus. On les a déployés pour l'instant une seule fois sur Volmerange-les-Mines. Donc voilà, aujourd'hui 8 c'est peut-être de trop, c'est peut-être pas assez, mais c'est quelque part la première pierre de cette organisation de lutte contre les inondations. En sachant toutefois que les travaux que vous déciderez sur les cours d'eau auront sûrement beaucoup plus d'effet que... Enfin moi, mon souhait c'est d'espérer qu'aucun de ces agents ne doit sortir à aucun moment. Quand on avait vu les dégâts de la dernière inondation, que ce soit sur Étangerande, que ce soit sur Byron et autres, moi je préfère que les gens n'aient pas à sortir. Et donc le travail qui va être fait sur les cours d'eau, notamment l'élimination par endroit des effets de seuil. Alors je sais que certaines associations de pêcheurs ou quoi, et notamment en période de sécheresse, aiment bien qu'il y ait ces seuils parce que ça va permettre de garder des points d'eau pour garder quelques poissons. Donc voilà, pour moi, votre travail le plus important, ça va être déjà de travailler sur les actions sur les cours d'eau. Parce que là, on va régler beaucoup de problèmes. De la même manière, et sans vouloir envisager déjà des solutions, la mise en place de zones de crue. D'être présent sur le terrain pour imaginer
peut-être à des endroits de ne pas laisser remblayer. Aujourd'hui, on a vu dans le passé, entre Zoufgen et Roussy, des zones qui étaient des zones naturelles de crue ont été complètement remblayées et surélevées. Et donc, quelque part, où ça débordait avant dans des champs, peut-être demain, ça déplace le problème vers des habitations. Donc voilà, pour moi, votre travail prioritaire va être surtout de travailler sur les cours d'eau, sur les suppressions d'effets de seuil et autres. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette thématique? Non, c'est effectivement un aspect qu'il faudra traiter par rapport aux ruisseaux, mais les causes des inondations, elles peuvent être effectivement des débordements de ruisseaux, ça peut être l'eau de ruissellement, ça peut être de l'eau qui ressort par rapport aux canalisations, par rapport au réseau d'eau. Les causes à une inondation peuvent être nombreuses, il faudra forcément travailler sur toutes les causes, essayer de trouver le maximum de réponses à apporter, que ça soit en préventif, et c'est toujours mieux l'aspect préventif qu'en curatif, mais aujourd'hui on ne va pas amener des conclusions et des réponses, c'est un travail qui va se faire dans les 12-18 mois qui viennent. Ok, voilà, donc le personnel, c'est aujourd'hui une base de travail. Est-ce qu'il y a une autre intervention sur cette thématique? Non? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 2 concerne le règlement intérieur de la communauté de communes. Donc là, on va attaquer un certain nombre de délibérations où vous avez eu en préambule les rapports. Ces rapports du règlement intérieur concernent notamment l'organisation du travail et du temps de travail, de l'hygiène et de la sécurité, des règles de vie dans la collectivité, la gestion du personnel, de la discipline et de la mise en œuvre forcément du règlement. Est-ce qu'à travers ce document, vous avez des questions? Quelqu'un a-t-il une question? Pas de questions? On peut passer au vote. Si vote il y a, oui, il y a un vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 3 concerne le rapport sur le bilan social de l'année 2019. Donc là aussi, vous avez été destinataire de l'ensemble du bilan social. Vous l'avez sûrement lu avec beaucoup d'attention. Avez-vous des questions sur cette thématique? Pas de questions? Donc, c'est pas un vote, c'est un dont-acte. Je vous remercie. Le point numéro 4 concerne le rapport sur l'égalité professionnelle femmes-hommes pour l'année 2019. Là aussi, vous avez été destinataire de ce rapport. Vous en avez sûrement pris connaissance. Avez-vous des questions? Je rappelle que tous ces rapports sont discutés entre le personnel, le syndicat. Aujourd'hui, on n'en a qu'un qui est représenté officiellement au sein de la communauté de communes, et les élus membres du comité technique. Comment? Technique, oui. C'est plus paritaire. Du comité technique, qui est composé de 3 représentants du personnel, de 3 représentants des élus. Et donc tous ces rapports ont été présentés aussi au CD. Y a-t-il des questions? Si vous n'avez pas de questions, eh ben c'est un dont-acte. Je vous remercie. Le point numéro 5 concerne le rapport sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc là, il est à noter que la communauté de communes n'est encore pas tout à fait au top, mais qu'on s'améliore. Donc aujourd'hui, 10
10 agents bénéficient d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Sur une collectivité de notre taille, il en faudrait normalement minimum 11. Donc vous savez que les collectivités, lorsque vous ne répondez pas à vos attentes, vous avez c'est pas une amende, vous avez une espèce de quote-part à repayer. Donc forcément, comme on a aussi augmenté et qu'on est très sensible à l'emploi de travailleurs en situation de handicap, notre quote-part a diminué. On peut faire mieux, on y est attentif, c'est ce qui est demandé, de tendre au mieux, mais voilà. Je dirais qu'on est pour l'instant sur le bon chemin. En tous les cas, en 10 ans, on a fait beaucoup de progrès dans cette volonté d'embaucher du personnel en situation de handicap. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce point ? Donc là aussi, c'est dont acte. Je vous remercie. À titre d'information, la contribution 2019 s'est élevée à 11 856 €, alors qu'en 2018, elle était de 19 520 €. Le point numéro 6 concerne la signature d'un protocole transactionnel portant résiliation du marché de maîtrise d'œuvre pour la valorisation du site de la citadelle à Rodemack. En 2 mots, nous avions commencé ce projet de la citadelle il y a maintenant quelques années en arrière, et le but était de transformer le site en 5 ans. À cela est venu, il y a eu un grand changement, on a eu beaucoup moins de subventions. Aussi bien de l'État que du département, que de l'ensemble des partenaires historiques sur ces thématiques. Donc on a un peu ralenti le projet. Forcément, on s'était fixé en conseil communautaire une règle qui était la suivante: tout projet, et celui de la citadelle n'y échappait pas, qui ne percevait pas à minima 33% de subvention, était mis de côté automatiquement. Cette règle était toujours valable. Nous allons rediscuter de tout ça lors de la préparation du débat d'orientation budgétaire, où nous évoquerons ces choses, et si vous-même vous souhaitez remettre de telles règles au sein du fonctionnement de l'institution communautaire, mais en tous les cas, jusqu'à présent, la règle était la suivante. Donc on s'est retrouvé dernièrement confronté sur la construction du pavillon d'accueil à des changements de responsables, alors aussi bien à la DRAC qu'au Bâtiment de France. Bien que nous avons à ce jour le permis de construire sur le bâtiment qui doit servir d'office de tourisme et autres, les nouveaux responsables de la DRAC et des Bâtiments de France nous ont demandé de modifier les plans pour tenir compte de certaines choses que nous avions mises à découvert lors des fouilles de l'INRAP. Vous vous souvenez qu'il y a eu des très grosses fouilles au niveau de la citadelle à Rodemack, et donc ils ont demandé à modifier le bâtiment. L'architecte, M. Bottineau, qui nous a accompagnés depuis le début, aujourd'hui, force est de constater que le groupement qu'il avait constitué, certaines entreprises ont arrêté, certains sont partis à la retraite et autres. Et aujourd'hui, ce dossier, quelque part, qui se fait et qui avance doucement, il est prêt à le lâcher.
on voyait bien qu'à travers nos échanges et autres, c'est devenu de plus en plus compliqué. Donc ce qui vous est proposé ce soir, c'est de signer un protocole de manière à ce que notre engagement avec M. Bottineau s'arrête. Par contre, nous restons propriétaires des plans et il suffira, si vous le souhaitez, de continuer dans cette démarche, de retrouver un architecte peut-être local qui va nous accompagner dans la mission exé de la construction du bâtiment. Voilà. Mais là, ça devenait trop compliqué, nous perdions, et je remercie encore Thomas qui a échangé beaucoup de mails avec le cabinet de M. Bottineau, parce que chaque fois qu'on voulait transformer quelque chose, ça devenait de plus en plus compliqué. Et je vous dis, certains membres de son équipe ont ouvert eux-mêmes des structures d'architectes, ont déménagé sur la côte ouest de la France, donc ça devenait compliqué. Et on se retrouvait, pour la moindre modification, on se retrouvait à chaque fois dans des délais qui dépassent le raisonnable. Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette thématique? Je rencontrerai lundi prochain le maire de Rodemack afin qu'on réévoque l'ensemble de ces sujets et qu'on puisse échanger sur ce projet. Je rappelle qu'on a un problème majeur, c'est qu'il y a la place de Gargan qui est une VICC, une voirie d'intérêt communautaire, qu'on s'était engagé à ce que toutes les voiries d'intérêt communautaire soient terminées et lancées, au moins les marchés lancés en 2020, soient donc terminés pour certains en 2021 ou plus tard. Le problème qu'on a, c'est que la place de Gargan ne peut pas être terminée, voire même commencer, si derrière on n'a pas décidé de ce qu'il s'y faisait. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette thématique particulière? Pas de questions? Est-ce que vous m'autorisez à signer ce protocole avec Christophe Bottineau? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7 concerne l'institution de la Commission intercommunale des impôts directs, CIID, pour la durée du mandat de 2020 à 2026. Donc ce qui vous est demandé, c'est de créer cette commission composée de 10 commissaires titulaires et de 10 commissaires suppléants, et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette délibération. Y a-t-il des questions sur cette thématique? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 8 concerne la liste des commissaires titulaires et suppléants de la Commission intercommunale des impôts directs. Vous avez, les communes membres ont été consultées. Il faut savoir que tout le monde n'a pas répondu. Tout le monde n'a pas répondu parce que ça doit faire l'objet d'une délibération. Le danger, c'est que quelque part, la DGFiP fixe des représentants pour les communes qui n'ont pas délibéré en notre place. Donc une première liste vous a été adressée. Donc le positionnement de ce soir, c'est de statuer sur cette liste qui est proposée. Comment? Elle faisait partie des pièces jointes. Oui, elle a reçu aujourd'hui.
vous n'y pas tous, cette liste doit faire l'objet des délibérations des communes. La DGFiP demande que les communes délibèrent pour proposer des noms. Oui. La communauté de communes délibère pour quelque part entériner les propositions des noms de la commune. Et la DGFiP est souveraine, après vérification, pour retenir les propositions ou pas. Le cas échéant, elle désigne elle-même, elle a cette faculté, elle désignera elle-même les rapports. Mais elle les désignera parmi la liste qui leur sera fournie là ou pas. D'accord. Pour le rôle. Oui, bien sûr, il y aura un retour. Une fois que la DGFiP aura cette liste, que les gens, s'ils ont été retenus, vous aurez un retour. Bien sûr. Y a-t-il d'autres questions par rapport à cette liste? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Benoît, je te passe la parole. Ben à toi, Benoît. Je le fais ici. Oh, comme tu veux, tu peux le faire d'ici. Bon, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, attends, on va tourner le micro. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole aussitôt dans la journée, puisqu'il n'est même pas 7h30, qui me laissera bien 1h30 à minima pour développer le sujet, puisque je crois que je suis le dernier à intervenir. Donc sur le rapport annuel, d'abord sur le service public de l'assainissement non collectif, plus connu sous l'acronyme de SPANC, on peut rappeler que la compétence de la communauté de communes s'exerce au travers d'une mission de contrôle de la conception et de la réalisation des nouvelles installations, et s'exerce aussi sur le contrôle des installations existantes lors d'une vente du bien immobilier, ou alors par contrôle périodique tous les 8 ans, le prochain contrôle de toutes les installations se faisant en 2021. Alors ces contrôles sont facturés à l'usager, 126 € pour une installation existante et 198 € pour une nouvelle installation. Ce sont les tarifs 2019 qui ont été évalués en février 2020. Alors le budget SPANC 2019 n'a pas nécessité de dépenses d'investissement. Sur le budget de fonctionnement, on peut noter des recettes d'un montant de 141 032 €, des charges d'un montant de 67 600 €, soit après déduction du déficit 2018 qui était un montant de 58 873 €, un bénéfice final au 31 décembre 2019 de 14 557 €. Sur le rapport annuel pour le service public de l'assainissement collectif, quelques mots simplement pour rappeler que le service fonctionne avec 6 steps et 5 ouvrages plus rustiques, essentiellement des lagunes, certaines communes étant par ailleurs raccordées sur des dispositifs extérieurs au territoire. Le service concerne 6 730 abonnés au 31 décembre 2019, service qui est facturé à l'usager lors du branchement, et ensuite par le paiement d'abord d'une redevance de 23 centimes au mètre cube qui est perçu par l'agence de l'eau, et par un montant de 2,05 € hors taxe au mètre cube perçu par la communauté de communes, 2,05 € quand c'est un service public d'assainissement collectif, 1,25 € par mètre cube quand c'est du SPANC. La dette liée actuellement au 31 décembre 2019, liée aux investissements pour l'assainissement collectif, est de 9 317 665 €. Alors, par rapport au rapport qualitatif du service, on peut noter que pour la conformité de la collecte des effluents, des équipements du fonctionnement des équipements des stations et des ouvrages d'épuration, l'indicateur délivré par la police de l'eau est de 100, ce qui constitue la valeur maximale. Le rapport sur les indicateurs de performance fait également ressortir une connaissance des réseaux existants qui est à parfaire en revanche, en raison notamment d'une base cartographique incomplète et d'absence d'inventaire, ce qui constituera probablement une base de travail et de réflexion pour les mois et les années à venir. Voilà en quelques mots les contenus des deux rapports qui, je crois, ne font pas l'objet d'un vote, mais simplement d'un avis, c'est ça? Oui, d'un don tac.
Donc, bien entendu, vous pouvez réagir et poser des questions par rapport à la présentation de ces deux rapports. Faites par Benoît. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, ben, je vous remercie. Nous voulons arriver au dernier point. Juste encore. Hein? Encore un mot. Oui. Bon, simplement remercier les services de la communauté de communes pour leur investissement dans ces missions, et aussi remercier et saluer mon prédécesseur à cette lourde tâche qui est Michel Herga, ici présent. Voilà. J'en ai fini. Donc, merci pour ce don acte. Nous sommes dans des questions diverses. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Est-ce que quelqu'un a des questions? Ben, écoutez, si vous n'avez pas de questions, vous bénéficiez ce soir d'une décision que vous avez prise la dernière fois. Et grâce au démarrage du conseil communautaire à 19h, vous pouvez rentrer à l'heure où d'habitude on démarre. Bonne rentrée et bonne fin de soirée.